Hello tout le monde! Bienvenue dans le behind the scenes de Génération Sidechick pour un épisode spécial sexe. Oh yes, j'ai amalgamé les moments les plus inédits et les plus croustillants des épisodes précédents dans lesquels on a parlé de sexualité. Mais là, attention, ce ne sera point redondant et non, parce qu'on est allé dans toutes les directions. Que ce soit avec Kim Ross qui nous partage ses propres expériences personnelles et la relation qu'elle a avec son intimité sexuelle, que ce soit avec Kim Lizotte qui nous parle de son documentaire sur les dick pics, parce que oui, c'est une réalité. Oui, on parle bien de dick pic. On est allé aussi avec une sexologue qui nous partage l'impact réel de la charge mentale sur nos pulsions et notre désir sexuel. À écouter en couple, je vous le conseille. Puis on a parlé également de libertinage avec Stéphanie Boulay et une adepte des clubs libertins de Montréal. Vous ne voulez pas manquer ça. Je vous invite à découvrir ou à redécouvrir ces épisodes, ma foi, franchement intéressants. Ciao! La définition pour toi de couple ouvert, c'est-à-dire, est-ce que vous faites toutes vos choses en couple ou toi, vraiment, tu peux aller de ton côté? De mon côté, okay. Oui. Ben c'est ça. En fait, tu sais, il y a tout, on en parlait là, off-cam tantôt, là, mais il y a tout un vocabulaire, puis il y a toutes des sous-catégories. Tu sais, je veux dire, quand on parle de polyamour, de couple ouvert, il y a plein de termes pour définir différentes configurations relationnelles. Fait que si je parle pour moi, ben tu sais, on se dit comme un couple ouvert, mais étant donné que j'aime plus ou moins les cases et étant donné que la sexualité c'est fluide, ça peut évoluer dans le temps. Tu sais, les règles, on les façonne au fur et à mesure, c'est-à-dire que ce qu'on vit présentement dans notre relation, ben ça sera peut-être pas valide dans un mois, tu sais, c'est beaucoup de discussions. Fait que oui, moi, tu sais, on peut aller chacun de notre côté, c'est pas juste les deux. Ensemble. Est-ce qu'il y a une distinction à y avoir entre polyamour et couple ouvert dans le sens, y a-t-il des gens qui sont ouverts à la sexualité multiple, mais polyamour, pour moi, c'est une relation que tu entretiens amoureusement parlant. C'est ça, il y a une dimension émotionnelle aussi et non juste sexuelle. Tu sais, c'est ça. Quand on parle de non-monogamie consensuelle, ça, c'est comme le terme large là, qui, bon, fait que en dessous de ça, il y a plein de sous-catégories, comme je disais un peu. Mais le polyamour, oui, il y a une dimension émotionnelle. Puis, tu sais, c'est justement de se dire, ben la monogamie, ou tu sais, qu'est-ce qu'on entend qui est juste entre nous, c'est à quel niveau? C'est-tu sexuel? C'est-tu émotionnel? C'est-tu, tu sais, il y a vraiment tout un ensemble de règles. Puis ce que je trouve intéressant, ben, c'est justement parce que, tu sais, la monogamie, la seule règle qu'il y a, c'est qu'on va pas voir ailleurs. Mais les gens se parlent pas vraiment de comme c'est quoi qui est correct pour toi, tu sais, est-ce que texter l'autre, c'est tromper, et où la ligne, tu sais, on dirait qu'il y a pas de discussion là-dessus parce que c'est juste ben tu sais non, dans le fond Je veux savoir les filles, est-ce que ça vous l'avez eu avec votre partenaire? C'est comme OK, on est ensemble, mais voici mes limites ou voici moi ma définition de tromper ou d'aller trop loin est celle-ci par exemple? Nous c'est arrivé, je pense que ça se fait comme ça souvent, je pense, au fur et à mesure, dans les débuts d'un couple, tu sais, dans le sens où je pense qu'on apprend à se connaître. Ben là, moi, je pars quand même d'une relation où je connaissais la personne. Je suis pas arrivée sur un réseau en étant comme en blind date, là. Fait qu'il y avait quand même on avait quand même déjà eu des discussions en tant qu'amis puis des valeurs qu'on savait un et l'autre, puis tout ça, mais je pense que c'est quelque chose qui se bâtit au fur et à mesure, puis ce qui est touché dans toute cette discussion-là, je trouve, c'est que pour moi, que ce soit de la monogamie, du polyamour, de l'ouverture sexuelle, juste dans les rapports physiques, dans ma tête, il n'y en a pas de règle. Tu sais, la règle, ça va être avec l'autre personne. C'est pas une case, c'est pas hey, moi, je suis quelqu'un de monogame ou moi, je suis quelqu'un de polygame. C'est nous, dans notre relation, c'est quoi nos règles, tu sais. Fait que ça c'est comme ça s'est bâti au fur et à mesure, je pense. Puis, comme tu as dit, je pense que ça se peut que ça évolue. Ça se peut que ça change. Tantôt, off-cam, tu disais que tu avais des amis que ça prenait... Fais attention, toi. Non, j'ai vu, c'est qui de vous deux qui disait que ça avait des amis que ça faisait comme... Ça a pris 10 ans de mariage pour en arriver. C'est toi qui disais ça. Je pense que ça dépend, tu sais, des gens. Je pense que ça dépend aussi des métiers. Tu sais, il y a des femmes de marins qui doivent avoir des barèmes différents des miens.
Je pense. On salue les femmes de Inévitablement, Madame. parce qu'ils viennent pas tout le temps à chaque saison. Là, eux autres, c'est Fait que, différent. tu sais, j'ai c'est comme un peu l'impression, tu me corriges si, tu sais, sûrement que vous autres aussi, c'est des discussions au fur et à mesure que votre couple évolue, tu sais. Ouais, oui, en fait, je pense qu'au départ de notre relation, il y a déjà des limites qui ont été discutées, établies. Tu sais, moi puis Joe aussi, on s'est rencontrés dans un meeting d'alcooliques anonymes. Là. Fait qu'on était déjà dans vraiment l'ouverture, vulnérabilité. tu sais, nos blessures, tout ça, tu sais, ouais. exposées si on veut. Fait que c'est sûr que, tu sais, ça a été discuté d'emblée. Et au fur et à mesure qu'on a appris à se connaître, ben, tu sais, il est arrivé des choses que ça a fait, là, ça vient de toucher des cordes sensibles de l'autre. Fait que, tu sais, c'est ça. Je pense qu'au fur et à mesure, il y a quelque chose qui s'établit. Et ça l'a évolué beaucoup au fil des années aussi. Puis c'est avec sûr que ce la qui est établi confiance. avec Joe, c'était pas la même chose que ce qui était établi avec ton ex, tu sais. je veux dire. Exactement. Exactement ce que tu viens de dire, en fait. Ça se passe entre deux personnes. Ouais, Puis complètement. Joe, s'il sort avec quelqu'un d'autre un jour, ben, ça va être autre chose. Puis moi, c'est la même chose, tu sais. Fait que, c'est pas ce que je souhaite, là, mais. Ouais. Fait que, c'est ça. Puis, je pense que plus tu as la confiance en l'autre, plus cette chose-là a de risque de bouger, D'évoluer. d'évoluer. Ouais. Puis je pense que aussi c'est important de se rappeler que vouloir une relation monogame, c'est tout à fait valide. là. Tu sais, c'est pas parce fait. qu'on ouvre le discours puis qu'on veut se poser des questions. Puis si à la fin de la journée, justement pour le couple, ben c'est la meilleure configuration, ben tant mieux. Tu sais, Ben oui. c'est juste de pas. Je trouve que c'est juste le fun et pertinent de se poser les bonnes questions, comme on se pose les bonnes questions sur plein d'autres choses dans le couple, tu sais. Puis c'est totalement légitime aussi de faire comme, hey, tu sais, en ce moment, moi, la monogamie, c'est ce qui convient parce que justement, il y a certains trucs qui viennent éveiller des blessures en moi, puis je pense qu'on va aller à la perte de notre relation si c'est trop frais pour moi, j'ai besoin de guérir. Puis tu sais, juste d'avoir cette ouverture-là avec notre partenaire, de faire comme, je dis pas que ça va être à tout jamais, mais en même temps, je me mets dans ta position. Si tu as déjà cette ouverture d'esprit-là, inévitablement que lorsque tu rencontres quelqu'un, tu dois aller sonder s'il y a une petite ouverture de son côté dès le départ. T'as comme pas le choix, là. Mais c'est ça, je parle pour moi, là, mais Ouais. tu sais, avec mon chum du moment. Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Non, ça fait, c'est ça que j'allais dire, c'est qu'on a eu 2 périodes. Dans le fond, c'est mon ex, mais on est revenus ensemble. OK. Quand même une pause de quasiment, tu sais, 2-3 ans. J'ai vécu des expériences et tout. Ouais. Puis quand on est revenus ensemble, on était beaucoup plus sécure et solide individuellement, mais aussi dans comme qu'est-ce que je veux. Tu sais, quand j'étais un peu plus jeune, j'étais pas capable d'affirmer ça aussi, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai déjà trompé mes partenaires. j'ai D'affirmer déjà- ton besoin Oui, d'avoir exact, parce que c'était comme... C'était pas quelque chose de discuter, c'était comme pas possible d'exister. Puis j'avais beaucoup aussi quasiment de honte, tu sais. J'étais comme, je suis tombée bizarre. Genre, je suis pas normale, tu sais. Ouais. Mais finalement, non, tu sais. C'est valide aussi, tu sais. Mais c'est d'avoir... c'est d'oser avoir la discussion parce que aussi tu peux être surpris de comment que l'autre va te recevoir, puis peut-être que les deux s'en parlent pas, mais finalement, mais il y a peut-être une ouverture, tu sais. C'est beaucoup de discussions. Ouais. Beaucoup de discussions. Mais tu sais, ce qui revient depuis tantôt, c'est vraiment tu sais, tout le monde était comme, ben, tu sais, on en parle, puis c'est ça. Ouais. Fait que Communication. il y a principalement juste ça, tu sais, dans le sens, parce qu'il y a juste, la réponse, elle n'est que dans cet échange-là, tu sais, de ça, puis tu sais, t'as parlé de confiance en l'autre et de confiance en soi. Je pense que les deux sont importants parce que plus t'as confiance en l'autre, plus t'es capable, tu sais, d'accepter aussi il ou elle, là, tout dépendant de la relation, d'où on se situe, mais ce que l'autre personne va amener comme point. Puis je pense que avec la confiance, tu vas l'accueillir avec une oreille plus ouverte, plus bienveillante. Puis la confiance en soi aussi, d'être capable de dire « Ah, je pense que ça, pour moi, ça dépasse ma limite. La confiance en soi, de se dire « Je pense pas que je suis bizarre, mais moi, je pense que j'ai besoin d'avoir une sexualité avec d'autres mondes. » Tu sais, tu dis ça, que vous vous êtes retrouvés après 2-3 ans. Je fais, tu disais, j'avais pas les mots. Tu sais, je fais, ben, peut-être qu'on en parlait moins. C'est ça. Puis peut-être que toi, tu t'étais pas ouverte à toi-même à, tu sais, réfléchir à ça. Fait que Exact. c'est 2 formes de confiance, puis des dialogues, tu sais, autant avec soi qu'avec l'autre, tout le temps, je pense qu'il... Totalement. Puis tu sais, je pense pas que du jour au lendemain, je suis plus avec mon chum. Je rencontre quelqu'un de nouveau, puis là, c'est tout de suite, je veux absolument être dans un couple ouvert. Là. Tu sais, je pense que c'est vraiment situationnel, tu sais, dans le sens que je pense que ça fait quand même
partie de moi, j'aime cette liberté-là. Mais tu sais, encore là, si je rencontre quelqu'un de nouveau, ben tu sais, c'est pas juste, c'est pas dans le tout ou rien, tu sais. Mm-hmm. Puis quand tu dis qu'il y a beaucoup de discussions, est-ce que c'est des règles que vous établissez claires? Oui, ben ça a l'air de nous parler un peu de votre formule. Ben oui, oui, ben surtout au départ là, c'était comme plus de règles que de liberté quasiment. Dans le sens que tu sais, tu te dis ok ben là, mettons qu'on s'embarque là-dedans, ben comment qu'on fait ça? Fait que tu sais, faut que tu penses à tous les angles possibles. Là, ok, t'es-tu à l'aise dans cette situation-là? Oui, non, mais c'est que ça devient aussi difficile de comme s'imaginer dans tous les scénarios possibles. Ben c'est ça. Fait que là, à un moment donné, on s'est dit, ben on va le vivre puis on va voir où c'est qu'on se situe là-dedans. Mais tu sais, comme règle, par exemple, pour mon chum, c'est super important que ça se fasse pas chez nous. Tu sais, on habite ensemble, fait que ça se fasse pas à la maison, pas dans nos affaires. Il y avait comme ce lien-là d'intimité que c'est à nous. Puis, ben tu sais, c'est ça. Comme pour moi, ça, c'était pas super important. Mais tu sais, je le respecte là-dedans, dans le sens que comme moi, ça m'aurait pas dérangé, mais je suis tout à fait d'accord avec avec son point. De mon côté, tu sais, ce que je trouvais super important, c'était ben en fait de se le dire un peu avant, dans le sens que comme ça se peut que ça se donne ce soir. je suis dans un bar ou quoi que ce soit. Moi, d'être au courant, tu sais, comment ça s'enligne. Au moins, je le sais, tu sais, c'est pas ben là. Spontané. Il est pas rentré, il est 3 heures du matin, je sais pas, il est où. Exact. Ouais. Je trouve ça le fun de savoir où c'est que ça s'enligne. Je peux te poser une question? Oui, vas-y. Of course, Lélé! Non, mais à cause que je veux pas te faire perdre le fil de ton idée, mais mettons, ça, la prévision, comme. Oui. Là, tu dis, mettons, je suis dans un bar parce que, bon, t'es sorti avec des chums, tu vois, vous parlez à du monde, tu sens qu'il y a quelque chose. Mettons, ça va se passer, mais est-ce que cette prévision-là que tu fais comme, OK, excuse-moi, je vais pas rentrer, genre, attends-moi pas, inquiète-toi pas, je suis correct. Ça se fait-tu d'avance avec du monde dans ton quotidien? Qu'est-ce que tu veux dire? Si j'entretiens des relations... Mettons, t'as un nouveau collègue au bureau, OK? Puis là, tu fais genre... Tu dis à ton chum, « Hey, il y a quelque chose avec ce gars-là. On n'a pas parlé encore. Je peux pas parler pour lui, mais moi, j'ai une attirance envers lui. Ça se peut que ça aille jusque-là. » Mettons, ça se fait-tu? Parce que moi, je trouve que ça, c'est comme plus touché parce qu'il y a comme un truc de faire, « Oh, OK, fait qu'à chaque fois qu'elle va à job, donc... C'est une elle est relation qui se par ce développe. gars-là. » Fait que, tu sais, dans le sens où, moi, à la maison, je suis qui par rapport à ce gars-là? Fait que, c'est comme ça, moi, je suis comme curieuse par rapport à quand tu parles de prévision de la patente. Ben, tu vois, là, ça, c'est comme plus une... Mais en même temps, c'est un contexte de travail. J'ai jamais été dans cette situation-là. Mais c'est pas pareil, j'ai l'impression, parce qu'il y a quand même une notion de relation, même si elle est de travail, dans le sens que c'est pas juste quelqu'un au bar random que tu reverras pas. Fait que, tu sais, encore là, c'est de voir, bon, ben, tu sais, où c'est constitué là-dedans. Tu sais, moi, j'ai déjà eu aussi une relation, tu sais, vraiment avec une autre personne, mais qu'on se voyait comme une fois par mois. Mais il y avait quand même une dimension émotionnelle aussi, là, tu sais, c'était pas juste purement sexuel, là. Puis, tu sais, je trouve que c'est difficile aussi de, tu sais, je sais pas, genre, mon Dieu, je rencontre quelqu'un, les grandes pulsions, tu sais, j'ai besoin quand même d'une certaine connexion avec l'autre, là, tandis que mon chum, lui, un peu plus dans le désir spontané. Mon Dieu, il y a une mouche! Mais ouais, c'est ça, tu sais, lui, il va être beaucoup plus en mode purement physique ou à peu près, tu sais. Un petit peu plus pulsion sexuelle. Exact, tandis que, ben, moi, je suis plus dans un désir réactif, puis... Ça fait pas peur à ton partenaire, justement, le fait que toi, faut que tu sois plus engagé émotionnellement? Oui, il y a eu beaucoup de discussions là-dessus quand même, là, tu sais. C'est ça, c'est jamais... c'est pas parce que là, on est là-dedans que c'est toujours tout beau, tout rose, wow. Ça doit créer des conflits, on vit notre best life. Oui, ben... Tu sais, on est beaucoup dans le respect, puis on y va. Tu sais, à un moment donné, c'est comme de prendre des pauses dans des discussions que là, on voit que ça tourne peut-être en rond, puis on n'arrive pas à un point commun, disons. Mais c'est de, tu sais, je pense que c'est d'y aller au rythme
de chacun et de pas pousser la note aussi, tu sais, dans le sens que... Mais je trouve ça intéressant parce que là, de la façon dont on parle, ça vient contrecarrer l'idée que certaines personnes ont, je pense, de solutions. J'ai comme l'impression qu'il y a bien des gens qui pensent qu'un couple ouvert, c'est une solution à un couple qui a besoin de travailler. Peu importe c'est quoi le travail à faire, qu'il soit dans la communication ou dans la fidélité pour l'un ou pour l'autre, ou dans juste comme avoir des projets communs où genre, on s'entend pas où est-ce qu'on veut aller en voyage. Peu importe c'est quoi le degré. Mais tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font comme « Hey, je pense qu'on va ouvrir le couple, ça va faire du bien. » Puis là, tandis que ce que tu apportes comme notion, c'est ça reste aussi une forme de travail de couple. Ça reste que c'est comme... C'est pas, on claque des doigts, puis tous les conflits sont comme évaporés parce que finalement, on donne des bisous sur le sexe à d'autres mondes. Audrey, t'es sexologue. Oui. Tu travailles beaucoup autant avec des personnes individuellement qu'en couple. Là, aujourd'hui, on avait envie de jaser de la sexualité vraiment dans un couple, mais aussi notamment la charge mentale puis l'impact que ça va avoir sur nos pulsions sexuelles. Oui. Quand t'as su, c'était quoi le sujet aujourd'hui, t'as-tu fait comme, oh mon Dieu, j'en ai besoin de ça? Non, mais ça m'a fait peur un peu, mais en même temps, j'étais comme, mais c'est cool, c'est sûr, je vais apprendre des affaires. Ça t'a fait peur? Ouais, au début. Ben, je sais pas, là, je suis quand même une personne pudique. Mais en même temps, aujourd'hui, on va parler de toutes tes positions, oui. C'est ça. Non, mais en même temps, ça m'a fait peur comme 3 secondes, puis après ça, j'ai fait, ben non, ça va être vraiment intéressant. Puis, oui, ça sera pas vulgaire. Ben non, c'est ça sera pas vulgaire. On n'ira pas là. Ça, c'est pas un vrai mot. C'est moi qui ai décidé que c'était ça. J'adore dire ça. Mais d'abord, pourquoi que tu t'es penchée sur, tu sais, comme quand tu m'as abordé, tu as dit, hey, ça serait vraiment intéressant de voir la charge mentale, l'impact que ça a. Est-ce que c'est une raison de consultation qui est fréquente? C'est quelque chose que tu vis toi-même dans ta vie? Peut-être un peu des deux, okay. Mais honnêtement, je pense que c'est le motif de consultation. Principal, les gens viennent souvent un peu plus, on va parler de l'écart du désir, là, qui revient beaucoup, mais quand on commence à creuser un peu plus, la charge mentale, elle revient. Puis les gens sont pas nécessairement au courant que c'est quelque chose peut-être qui est un peu plus problématique ou à travailler. Parce qu'on voit la sexualité, on se dit, avant, on avait tant de relations sexuelles par X nombre de temps. Maintenant, on en a moins, il y a un problème, on s'en va consulter. Mais on creuse un peu, puis on découvre autre chose. Puis là, oui, la charge mentale, évidemment, on va le détailler plus en profondeur, mais est-ce que ça, c'est juste normal qu'au fil du temps, la fréquence de relations sexuelles devient différente? Est-ce que c'est juste normal que le désir diminue ou c'est majoritairement causé justement par le train-train quotidien qui devient de plus en plus chargé plus on vieillit? Je te dirais un mélange des deux. C'est normal que le désir va fluctuer, puis le désir va avoir un impact. C'est sur la fréquence, sur la satisfaction sexuelle, la qualité des relations sexuelles. Alors, c'est sûr que plus on vit des épreuves avec quelqu'un ou des partenaires, peu importe, ça va faire ça, le désir, tant d'un partenaire que de l'autre. Mais souvent aussi, il y a des écarts, il y a des inéquités au sein des couples qui s'installent au début. Niveau sexuel? Pas nécessairement au niveau de la charge mentale, au niveau... quand on parle aussi de tout le travail émotionnel qui... ah oui, OK, ça vous fait réagir. Mais alors, tu sais, des fois, en début de relation, on peut pas calculer la lune de miel comme étant une période un peu normale d'un couple. C'est autre chose. On met cette période-là de côté. Après, on est dans notre routine, un peu plus dans notre dynamique relationnelle. C'est là que ça ressort un peu, là, les iniquités, ou à la base des difficultés qu'on a puis qu'on n'a pas adressées nécessairement parce que mois 1, ça nous dérange moins que année 1. Oui, je comprends. Ça fait du sens. Puis, tu sais, au préalable, les besoins sexuels sont différents d'une personne à l'autre. Il y en a qui se sentent super comblés une fois par semaine, il y en a que ça va être une fois par mois, il y en a d'autres que c'est 4 fois par jour. Mais ça, est-ce que, je me suis toujours demandé, est-ce que nos désirs sexuels, je pense que c'est multifactoriel, mais le côté... mettons, hormonal de ça. Est-ce que le taux d'hormones dans notre sang va influer sur nos pulsions puis notre besoin? Comme biologiquement, tu veux dire? Je me suis tout le temps questionnée par rapport à ça. Il y a une partie hormonale, bien sûr, puis si on pense aux femmes ou aux personnes avec des utérus qui vont être menstruées, mais on va voir que dans un cycle menstruel, le désir, il est pas pareil, là. Il va vraiment avoir un pic à l'ovulation parce que le corps, il est fait pour se reproduire. C'est le temps. Puis après, ça va vraiment baisser en fin de cycle, en début de cycle. Des fois, on va parler un peu, il se passe pas grand-chose côté physiologique aussi au niveau de la réponse sexuelle, mais au niveau
du désir aussi. Il y a ça, mais ce qui est vraiment surprenant pour la plupart des gens, c'est que quand on regarde les études par rapport, si on va distinguer entre les femmes cis et les hommes cis, par exemple, au niveau du désir, il y a pas, au niveau de l'écart, il y a autant de femmes que d'hommes qui vont dire, ben il y a un écart de désir, mais c'est moi qui ai plus de désir. Puis souvent, on a en tête que c'est les hommes qui ont plus de désir. Parce qu'ils sont plus stables. Au niveau de la testostérone, c'est plus stable. Ouais. Puis on se dit la testostérone, c'est le désir sexuel, mais ça a un impact, mais pas au complet. Là. OK. C'est pas à 100% intéressant. par ça. C'est intéressant. Je trouve ça notamment intéressant. Moi, j'ai toujours vraiment envie de faire l'amour quand je menstrue. Mais moi aussi, quand même, c'est quand même une période où est-ce que. Toi aussi? Ouais. Des fois, je me demande si c'est pas vraiment genre... ça quand je menstrue, mais en même temps, le désir est là. Souvent, J'ai quand pas eu de pulsion. Ouais, Vraiment moi tout le temps. Puis je trouve ça très contradictoire. Puis je suis comme, mon Dieu, puis je me dis, ben peut-être que ça vient détendre mes contractions qui se font dans le bas du ventre. Peut-être qu'il y a quelque chose que mon corps, c'est comme... On le sait que ça va venir. Je sais pas, là, justement, c'est comme un massage intérieur. Mais faire du sport, ça diminue les douleurs. Parce que moi, ça m'aide. Fait que peut-être que... Oui, il y a peut-être quelque chose. Mais est-ce que ça, c'est normal? Oui. Parce que j'ai comme tout est normal. Tout est normal. Les filles, vous avez vraiment des gros besoins. Mais si on regarde... exigeant. Non, pas du tout. Mais si on regarde le cycle hormonal, ça serait plus à l'ovulation, mais au niveau des menstruations aussi, avec les crampes, un orgasme, c'est une contraction qui peut venir soulager ça. Les hormones qui peuvent être sécrétées peuvent venir soulager la douleur. Puis après, le rapprochement avec une autre personne, la chaleur, peut-être un peu de tendresse ou non, le contraire complètement selon la relation. Mais il y a d'autres facteurs. Il y a d'autres facteurs. Et puis là, je m'excuse, je vais te poser une question. Puis on est un petit peu hors sujet, mais je profite de ton expertise pour te poser une question. Bienvenue dans mon intimité sexuelle, tout le monde. J'ai quelques fois, je ne vais pas dire souvent, là, ça m'est arrivé à quelques reprises, puis il n'y a pas si longtemps, lors d'une séance de masturbation. L'orgasme arrive, là, tu viens de le dire, c'est pour ça que ça m'a fait penser à ça. Un orgasme, c'est une contraction. Oui. Ouais. Puis là, après mon orgasme, j'ai excessivement mal dans le bas du ventre, puis je suis pliée en deux, j'en ai des chaleurs. Oh my God. Ça dure un bon, genre 5 minutes, des fois 10. Là. 5 minutes, OK. Puis j'étais allée chez le médecin parce que j'étais comme, mon Dieu, je dois avoir un kyste, je dois avoir quelque chose. Puis il n'y avait rien. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est vraiment les contractions, puis ça doit aussi dépendre de ses camps dans le cycle menstruel. L'angle du col de l'utérus, c'est plus sensible. Plus près des menstruations, il est un peu plus avancé. Fait que c'est pas nécessairement grave. J'ai pas de maladie. Mais non, des fois, non. Mais des fois, un orgasme, ça peut faire mal à cause des contractions, justement. OK. Je trouvais ça bien bizarre. J'étais comme, j'ai beaucoup de plaisir, mais dès que mon orgasme se termine, c'était comme douleur. Dans mon expiration, je commence à avoir vraiment mal. Mais c'est ça, je me suis rendue 2 fois à l'urgence parce que j'étais comme, il y a quelque chose qui est en train d'éclater à l'intérieur de moi. Puis ils ont tous fait les tests, puis il n'y rien. Puis là, j'étais comme, hey, c'est bien bizarre. Fait que, tu sais, mettons, moi qui n'ai pas encore expérimenté la grossesse, bonne chance avec mes contractions. Ah là là! Alitez-moi quelqu'un sur le sulté. Ça va être l'enfer. Merci. J'ai profité de ton expertise. On peut retourner au vif du sujet, mais je me sens moins mal. Il y a Osman que tu dois être très à l'aise de m'imaginer 2 secondes en train de me masturber. Tu sais, il est comme, non, je pensais pas à ça aujourd'hui. Par rapport à la charge mentale, tu sais, là, toi, tu es à l'aise avec le terme charge mentale? Oui, ben je pense. Dis-le donc dans tes mots. Charge mentale, selon moi, c'est vraiment comme un ensemble de responsabilités, de tout ce qu'on a à faire qui prend de la place dans la tête, puis émotionnellement parlant aussi. Moi, je pense que ça fait du sens, ce que tu viens de dire. Des choses comme ça. Tu doutes de toi, mais tu devrais. Fait que c'est ça. Ça prend beaucoup de place. Exact. Ouais. Puis, tu sais, si on parle de l'impact que ça a sur nos pulsions sexuelles, est-ce que c'est on peut-tu dire que c'est juste une fatigue? Qu'est-ce qui fait que... C'est un stress. Oui, exactement. Puis, la nuance à apporter, c'est ça, la charge mentale. Mais il y a aussi des facteurs. Par exemple, la charge mentale est aussi associée aux tâches invisibles, non rémunérées, qui n'ont pas de frontières ou de barrières dans le temps, par exemple. Puis, qui sont récurrentes ou persistantes. Alors, la vaisselle, par exemple, c'est un bon exemple de la charge mentale parce que pas juste la nettoyer, c'est l'essuyer, c'est la serrer, c'est toujours à refaire. Toujours à refaire. Fait que c'est souvent associé à des tâches invisibles comme ça. C'est un stresseur qui est récurrent, qui revient toujours. Puis s'il y a une iniquité
au sein... mais ça peut être dans n'importe quelle relation. On peut parler de colocation aussi, par exemple, s'il y a quelqu'un qui en fait un peu plus que l'autre au niveau de ces tâches-là, ces responsabilités-là. Et ça fait en sorte qu'il peut avoir un stress de plus, il peut avoir une petite rancune, un mépris qui se développe. J'imagine que chaque personne a aussi son seuil pas de tolérance, mais il y en a qui peuvent en prendre vraiment beaucoup de charges, avoir 4 enfants, gérer une business, puis d'autres personnes que Ça avec fonctionne, moins, je sais c'est pas. ça. Plus rapidement, on a atteint Ouais. comme son trop-plein ou sa limite personnelle. Je trouve ça intéressant que, tu sais, on a commencé en disant les couples, la charge mentale dans un couple et tout ça, mais dans les faits, c'est vrai que depuis, mettons, tu sais, que je suis à mon compte, j'ai été la moitié du temps célibataire là-dedans, puis j'ai vraiment moins de pulsions sexuelles. Ah, ben ça a peut-être un lien avec la charge, c'est ça, Oui, la tout le charge monde est mentale, comme, mon charge de Dieu, t'es travail. donc même pas active dans ta vie de célibataire. Allez, hop, là, t'es dans la T'as pas belle le temps. trentaine. Puis je suis comme, mais ça me tente pas. Ça me tente pas d'aller courailler. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fait que c'est ça, c'est vraiment juste une charge mentale, peu un importe qu'est-ce que c'est stress. dans le couple ou autre, là. Ça prend de la place. Puis on peut parler des partenariats, par exemple, hein, de dire t'es en relation avec des gens au studio. Ouais. C'est différent comme relation, mais c'est quand même des relations. Ouais. Alors, de devoir penser à faire des choses, de devoir prendre soin. Mhm. On s'entend, le terme charge mentale, il est typiquement associé aux femmes parce que c'est comme ça, là. On va défaire ce paradigme-là éventuellement. Ah, mais les hommes aussi peuvent en avoir. Ben oui, Oui, c'est sûr. oui, bien Oui. sûr. Mais c'est sûr Travaille que c'est fort. très genré aussi au niveau des Ouais. études. C'est beaucoup... Bon, c'est les femmes qui ont la charge mentale. Les hommes ont d'autres types de charges, mais la charge mentale au niveau de la planification, les tâches invisibles, puis la charge aussi, quand tu parlais, le côté émotionnel, repose en majorité quand même là, Sur la femme. sur la femme. Puis qu'est-ce que tu fais dans une situation, justement, tu reçois, par exemple, un couple, puis là, tu dis, ben, tranquillement, on se rend compte que c'est ça. Oui. Qu'est-ce que tu fais, sachant que tu vas quand même pas dire à une personne de lâcher son emploi ou d'arrêter de faire sa vaisselle? C'est quoi la formule à adopter? Comment tu fais pour rectifier le tir pour s'assurer que le couple ne se perd pas? Oui. Bien, on communique ensemble. Bien Bien sûr, toujours la communication. Mais aussi, on rétablit quelque chose de plus équitable. Parce que quand on regarde la dynamique de pouvoir, dans n'importe quel genre de relation, si une personne a une plus grande charge que l'autre, ça fait en sorte que la personne qui a la plus grande charge, ça vient aussi avec plus de pouvoir. Parce qu'on prend les décisions. On met les choses de l'avant. Fait que c'est pas tout négatif, la charge mentale. Il y a quand même j'ai le contrôle sur certaines décisions, par exemple. Puis ça fait une iniquité au niveau de la dynamique de pouvoir. Puis si on parle plus d'une relation amoureuse ou sexuelle, mais avoir l'impression que tu as plus de pouvoir que ta partenaire, ça nuit beaucoup Ah ouais, hein? au niveau du désir sexuel. Ah, OK. Parce que ça fait relation un peu parent-enfant. Alors, je sais pas si vous avez déjà entendu des gens dans votre entourage dire, mais j'ai l'impression que mon chum, ma blonde, c'est comme mon troisième enfant, mon quatrième enfant, mon premier peut-être enfant. Ça vient vraiment nuire au niveau de la sexualité. Mais ça désérotise la Exactement. chose. Ben oui. Impossible d'avoir du désir pour quelqu'un qu'on considère comme une personne à charge. Là. Ah, je trouve ça super intéressant. Messieurs, prenez des notes. Si vous voulez qu'on ait plus envie de faire l'amour avec vous, faites la vaisselle. C'est déjà un bon début. On a fait, dans le documentaire, on a fait, à un moment donné, on a plugué là, des filles dans un laboratoire par rapport à leur système nerveux, comment ils réagissent quand ils voient une dick pic. Puis, ils réagissaient plus que des images violentes de guerre, de sang. On mettait comme des photos de chats, des paysages, des images de guerre, des morts, du sang à terre. Là. Puis après ça, une dick pic. Puis le système nerveux réagit fortement puis intensément quand il voit une photo de pénis. Fait que Qu'est-ce qui explique ça, selon toi? Est-ce que vous avez fait un débrief après? on a fait un débrief, mais vu qu'on n'a pas fait une grosse enquête scientifique avec genre 2000 personnes, puis après ça, il aurait fallu aussi comme... Mais on pouvait au moins avoir une illustration que le système nerveux réagit fortement. Fait qu'on a une réaction physique. Fait que c'est pas juste dans notre tête, ou c'est pas juste un conditionnement, ou c'est pas juste par rapport à ce qu'on a vécu, ou par rapport à notre intérêt. C'est que le pénis est un symbole de pouvoir, puis ça en dit beaucoup sur nous, puis ça en dit beaucoup sur comment qu'on le perçoit, puis comment on réagit quand on le reçoit. Que c'est pas rien, que c'est pas comme recevoir une photo de chat, que c'est pas comme recevoir une photo violente même. Ça a un impact sur la personne qui le reçoit. Puis ça, on est capable de le prouver. C'était vraiment, la courbe était là. Puis les filles qui ont passé
l'étude, il avait aucune idée de ce qu'il allait voir. Fait qu'il était pas dans l'anticipation ou il était pas comme OK, elle est là, tu sais. Mais même moi, on a fait une enquête, on m'a mis sur Tinder, puis après ça, on m'a mis sur Snapchat, puis oh my God, il y a vraiment quelque chose de tu m'envoies un pénis là, comme pas de bonjour, pas de comment ça va là, bang. Il y a vraiment quelque chose par rapport à comment on le vit, on le vit intérieurement qui fait que qu'on peut pas banaliser le geste. Tu répondais quoi, toi, mettons, quand tu le recevais, tu sais, sans avoir demandé rien? Oh mon Dieu. Mais je pensais que j'allais trouver ça plus niaiseux que ça. Ouais. Que j'allais faire, c'est niaiseux. Surtout là, pendant l'expérience, puis j'étais comme, si je pogne une dick pic, je pogne une dick pic. Là, j'ai vu des pénis dans ma vie, là, ça me calisse. Puis finalement, tu fais, oh my God. Puis là, tu dis, il y a une personne derrière ça. Puis là, lui, il m'a envoyé ça. Puis il a même pas, il est pas gêné, il n'y a pas de honte. En tout cas, c'est vraiment été, mais donc, ta réaction, quand tu l'as vu, c'est que ton corps a fait, non. Non, bloqué, là. Bloqué. Mais c'est-tu quoi? Tu t'es senti... il y a tellement d'affaires à dire avec ton exemple. Tu t'es senti coupable. Oui. Tu t'es senti coupable parce qu'on vit dans une société où toute la sexualité tourne autour du pénis. C'est ma conclusion du documentaire. C'est même pas dans le documentaire, mais j'étais comme, toute notre sexualité hétéronormative est centrée autour du pénis, puis on se sent coupable. Puis il y a beaucoup de femmes qui aiment les dick pics parce qu'ils sont conditionnés à aimer les dick pics. Parce qu'ils ont été avec des hommes qui ont fait « T'aimes-tu ça? » recevoir des photos de mon pénis, puis pour se faire aimer, approuver, valider, ils vont dire oui. Mais il y a aussi, c'est parce qu'il y a tellement un large spectre, il y a aussi des filles qui aiment ça pour vrai. Mais il y a aussi des filles qui aiment ça par conditionnement. Fait que, tu sais, il faut avoir de l'introspection pour se demander, j'aime ça recevoir ou je dis que j'aime ça pour me conditionner puis pour plaire à l'autre. Fait que, tu sais, ça demande comme tout un cheminement. Mais on dirait que ça, c'est dans toute la sexualité au complet. C'est dans tous les comportements qu'on adopte dans la sexualité. De se demander, est-ce que c'est vraiment ça que moi j'aime? C'est ça que je veux ou c'est parce que je sais que ça va plaire puis donc je vais être... Mais dans tout le documentaire, moi, ça m'a... J'ai écrit un long texte sur Facebook, là, je vous le lirai tantôt si vous voulez, mais il y a comme... Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur que tout tourne autour du pénis. Dans la porn, depuis qu'on est tout petite, le mot préliminaire, là, tout ce qui est sexe oral, caresse, dirty talk, ça s'appelle des préliminaires parce que ça précède une pénétration. Fait qu'on dit même pas que c'est du sexe. On dit que c'est un préliminaire à se faire fourrer, tu sais. Puis c'est quand la relation sexuelle se termine, quand il y a éjaculation. Oui, c'est ça. Toute ma vie de femme hétérosexuelle, ça commence avec des préliminaires, une pénétration, puis ça se finit avec une éjaculation. Fait que je pense que là, le moment est arrivé pour qu'on mette sur la table la discussion comment qu'on peut rebrasser les cartes puis vivre notre sexualité autrement puis que ce soit le fun pour tout le monde. Puis la job des femmes là-dedans, c'est se demander puis c'est aller à la rencontre de ça puis dire qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me génère du désir? Qu'est-ce que j'ai le goût de faire? Comment je me sens quand on fait ça ou quand on fait ça? Puis d'embarquer les hommes là-dedans puis que les hommes trouvent ça aussi le fun, tu sais. Parce que les hommes sont très malheureux avec le nombre de incels qu'il y a puis de célibataires non... comment que ça s'appelle? Des célibataires non... c'est pas de façon volontaire puis qui ont beaucoup de violence envers les femmes. C'est une masculinité qui est toxique parce qu'ils pensent vraiment... C'est pas de la faute des femmes, c'est qu'ils ont été conditionnés à penser ton pénis, la grosseur de ton pénis, la performance de ton pénis, comment t'es dans ta virilité. C'est ça que les femmes ont besoin puis c'est ça qui fait de toi un homme. Fait que s'ils sont pas capables d'avoir des relations sexuelles puis de plaire à beaucoup de femmes... ils développent de la frustration puis de la violence, puis pas envers les autres hommes, puis ils sont pas fâchés contre la masculinité toxique, là. Ils sont fâchés envers les femmes, puis ils vont attaquer parce que les femmes veulent ça, tu sais. Puis que ça fait, ils vont envoyer des dick pics non sollicités. Fait qu'on est comme dans un cercle vicieux que si la violence puis la frustration, puis que si on avait des nouvelles façons de parler de sexe, ça baisserait cette violence-là, puis on pourrait... Ces gars-là pourraient faire l'amour plus souvent. Avec plein de monde. Fait que, mais c'est pas un discours... L'érotisme, en ce moment, n'a pas la cote, là. Tu sais, la porn est encore très populaire. Pourtant. Je connais pas tant de monde qui écoute vraiment de la porn. Je connais plus des gens qui sont axés sur le développement de leur propre sexualité dans l'épanouissement individuel que d'aller chercher des trucs extérieurs pour se nourrir, tu sais. Fait que là-dessus, moi, j'ai jamais été une fan de porn puis j'ai essayé. Mais je pense que c'est peut-être quelque chose qui se développe un peu plus tard dans la sexualité, là, tu sais. Je pense que la porn, des fois, c'est beaucoup une porte d'entrée pour
vers la sexualité, là, vers qu'est-ce qui est attendu de moi. Tu sais, moi, je pense à moi, ado, là, t'es comme, mais là, c'est quoi, mettons, une fille, là? C'est quoi que les gars y attendent, là? Ben, voici l'exemple, là. Tu sais, c'est ça la. Oui, puis l'exemple est vraiment fauné, là. Tout à fait. C'est vraiment pas représentatif de la réalité. Oui. Ben, c'est pour ça que les femmes consomment beaucoup de pornographie lesbienne. Pas parce qu'elles sont lesbiennes nécessairement ou qu'elles ont comme un intérêt vers les femmes, c'est parce que c'est une relation égale à égale. Parce que, tu sais, la porn est comme un gros rapport de force homme-femme quand même. Puis si t'es pas dans un gros trip de domination puis être un objet sexuel, c'est sûr que tu trouveras pas ton compte. Alors que quand il y a deux femmes, il y a comme quelque chose de plus égalitaire puis de plus sensuel qui plaît plus aux femmes, peu importe leur orientation sexuelle. Fait que tu sais, on a peut-être... Mais tu sais, c'est parce que là, c'est trop payant. C'est trop payant de faire de la porn fast-food. Tu mets une fille, tu mets un gars, tu mets ça le plus violent possible. Puis c'est rendu tellement tordu parce que même si... Il y a beaucoup de gens là, qui consomment la porn, puis ça génère des milliards. Ah, c'est fou. Mais c'est comme... sont pas en train de faire des brainstorms sur comment ça pourrait être plus érotique. C'est juste de plus en plus violent, tu sais. Mais j'aurais aimé ça dans le documentaire, parce que j'ai vraiment aimé la partie où est-ce que vous avez mis les trois filles devant l'écran. Je serais curieuse de voir si tu mets un homme qui reçoit un dick pic, si ça y fait une réaction. C'est vrai, hein? Parce que tu disais le pénis associé au pouvoir. Puis je me demande si un gars qui voit un autre pénis, si ça y fait quelque chose. Comment je veux dire? Tu vois, on a beaucoup parlé de ça. Il y a quelqu'un qui m'a ramassé sur Twitter par rapport à ça, parce qu'on parle des... pour les hommes homosexuels. Parce qu'ils s'en envoient beaucoup sur des plateformes. Puis la sexologue qu'on rencontre dans le documentaire a dit, mais c'est parce que c'est des plateformes où les codes sont clairs. Ils savent ce qu'ils s'en vont faire, puis ils savent que ça va arriver, puis que c'est leur mode d'échange et leur position sociale est égale. C'est des hommes qui rencontrent des hommes, puis leur position sociale dans la société est égale. C'est pas un homme qui rencontre une autre femme. Puis tu sais, il y a des gays qui m'ont écrit en faisant, mais ça n'a pas de bon sens, mais je peux comprendre, ça se peut que tu sois un homme homosexuel qui veut pas recevoir une dick pic non sollicitée puis que ça a un impact sur toi, mais c'est quand même des plateformes où on sait à quoi s'attendre. Il y a peut-être 2-3 gars qui ont fait un saut parce qu'ils pensaient qu'il allait avoir des poèmes, là, mais il n'y a pas de poèmes. Sur Grindr, ça a l'air. Mais il y a quelque chose là-dedans, par rapport à l'exercice dont tu fais référence, là, que les gens recevaient des panoplies d'images puis qu'il y avait une réaction. Je pense aussi, d'un point de vue psychologique, ce qui faisait la réaction, c'est que un pénis, la majorité des femmes en ont vu, que ce soit dans leur intimité ou autre. Parce que c'est un partage de plein de dangers. T'avais la guerre, t'avais des trucs, tu sais. On s'imagine tout le temps, c'est la guerre, on a l'impression que c'est loin, c'est moins tangible. Alors qu'un pénis, on en croise tout le temps, puis on est très conscient qu'il y a des pénis. Fait que c'est un peu, je pense que le corps réagit d'emblée parce que c'est un danger qui est beaucoup plus proche. Puis là, les femmes, ils sentent le danger. Oh mon Dieu, il y a un agresseur, puis c'est possible, c'est plus tangible pour elles. Fait que leur cerveau réagit davantage. Le pire, c'est les airdrops parce que sur ça, une dick pic, t'es dans ton salon, puis que le gars est à Quaticook, t'es pas dans une situation de danger. Mais si t'es dans le métro, tu reçois une dick pic, ça veut dire que le gars, il est à 2 mètres de toi. Puis il t'envoie son pénis. Fait qu'il y a comme une situation de tension, puis c'est très violent. Mais c'est vraiment l'exhibitionniste 2.0. C'est flasher, c'est vraiment ça. C'est la même affaire. Puis tu sais, ça crée un choc. Puis tu sais, pourquoi tu veux faire subir un choc nerveux à quelqu'un? Pourquoi tu veux... Donc, c'est une relation de pouvoir. Donc, c'est parce que tu veux avoir le pouvoir sur l'autre. Puis comme... Toi, c'est ça qui t'a fasciné au préalable par rapport à l'étude de ce phénomène-là, c'est le côté, tu sais, plus le féminisme et la prise de pouvoir de l'homme par rapport à la femme et tout ça. Ça m'a rassurée, en fait. Ça m'a beaucoup rassurée par rapport à l'étude sur les dick pics. Il y en a eu une dans le monde, puis elle était à Vancouver. Puis moi, en rentrant dans le documentaire, je pensais que ça allait être 80% des hommes le font parce qu'ils sont misogynes. Puis ils sont violents, puis ils veulent te rappeler que t'es un objet sexuel, puis que t'es juste un vagin, puis ils font ça pour te remettre à ta place. Mais ça, je pense ça parce que je suis une personnalité publique. Puis j'ai vu beaucoup d'hommes attaquer des femmes sur leur physique, puis par rapport avec leur sexualité pour les ramener tout le temps. Mais non, c'est pas ça. C'est à peu près... C'est-tu 40%? 40% des hommes, mais même la misogynie puis le contrôle de pouvoir, c'est 6%. C'est la raison la moins fréquente pour les dick pics. C'est juste que c'est extrapolé dans le milieu artistique, puis pour les journalistes, puis pour les femmes qui ont une position publique dans les médias. Mais c'est la raison numéro 1, c'est transactionnel. C'est un gars qui veut t'envoyer son pénis parce qu'il veut une photo de tes seins ou qu'il veut une photo érotique en échange. Puis la deuxième raison, c'est parce qu'ils cherchent un partenaire sexuel. Puis la troisième raison, c'est la glorification. C'est comme, check mon pénis. Ils veulent se faire dire, mon pénis, il est gros, il est beau, dis-moi-le. Ils veulent se faire dire ça. Puis après vient le contrôle, le pouvoir, la prise de position, puis de domination sur l'autre, puis la misogynie.
Puis il y a même un petit pourcentage aussi sur des troubles reliés à l'enfance. Ouais. Mais la majorité des hommes le font naïvement. C'est juste que là, il faut dire, hey, vous le faites naïvement, vous le faites en pensant que ça va marcher. Je comprends pourquoi ils pensent ça. Ils pensent ça parce que depuis qu'ils sont tout petits, dans la cour d'école, dans les vestiaires de hockey, ils se font dire, ça, c'est ma plus grosse découverte aussi dans ma quête de ce documentaire-là, c'est de savoir que les gars, entre eux, ils se comparent, puis que ça crée une hiérarchie dans les vestiaires. Puis le gars qui a le plus gros pénis, il fait dire, Gontran, c'est le plus hot de la chambre des joueurs, il a un gros pénis, les filles l'aiment, c'est à lui que je veux ressembler, c'est lui le mâle alpha, il est viril. Puis ceux qui n'ont pas un gros pénis ou ceux... c'est triste, pareil. Moi, ça me fait... Je pense à mes neveux qui jouent au hockey, puis des fois, parce que les adolescents, leur poussée de croissance, c'est pas en même temps. C'est exactement ça. C'est ça. C'est vraiment... On avait un témoignage de ça, mais il est plus là, mais... Les pauvres petits amours, tu sais. Il y en a un qui a une poussée de croissance, puis l'autre, il est encore dans son pénis de... ça fait ça avec les seins aussi. Oui. Mais d'abord, j'ai comme envie qu'on mette la table parce que j'ai réalisé dans mes recherches que le libertinage, c'est très vaste. Ça englobe plein d'affaires. Fait que là, je regarde la journaliste. On va voir si tu te rappelles du dossier que tu nous as partagé sur Urbania. C'est ça. Mais peut-être que tu pourrais nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est exactement. Déjà, on fait souvent l'erreur de penser que c'est juste de l'échangisme. Mm-hmm. Je sais que moi-même, j'ai fait l'erreur, comme je pointe du doigt personne. Mais c'est justement Madame André du Club L, comme quand on a discuté au téléphone pour la première fois, comme je lui briefais un peu sur ce que, tu sais, genre juste lui expliquer mon sujet, puis savoir si elle serait réceptive. Puis elle me disait non, par contre, on dit plus échangisme, parce que échangisme, c'est juste une portion du libertinage. Donc, disons que le libertinage est un parapluie qui inclut vraiment beaucoup de ismes, donc échangisme, mélangisme, exhibitionnisme, voyeurisme, côte-à-côtisme, bref, plein de pratiques. Mais le libertinage... Et puis, attends, là, il y en avait d'autres qui rentraient en dessous du parapluie? Peut-être. Il y en avait d'autres, les côte-à-côtisme, je t'ai rendu à 5 à peu près. Je pense qu'on mélange. On les a tous faits. Voyeurisme, je savais même pas qu'on pouvait rentrer ça dans une pratique sexuelle en tant que telle. Je pensais que c'était un trait de personnalité. Ouais, c'est ça. Es-tu plus du type voyeur ou exhibitionniste? Mais là, c'est plus vraiment dans le cadre du libertinage. C'est ça, parce que le libertinage, c'est, en tout cas de ce que moi j'en ai compris, c'est vraiment une manière de voir la sexualité en dehors du cadre monogame qu'on connaît tous et toutes. Donc voilà, on peut introduire beaucoup de pratiques dedans, mais c'est vraiment dès que tu sors de la non-monogamie, ça peut devenir du libertinage. OK, parfait. J'ai une question. Est-ce que le libertinage, c'est vraiment dans un cadre de club ou dans un cadre formel? Ou, par exemple, si on est dans un couple non monogame, ça fait partie du libertinage, même si on ne fréquente pas les clubs ou les endroits... T'es pas obligé de fréquenter les clubs libertins. Là. Tu peux être chez toi, rencontrer un couple sur Internet ou simplement, t'es un couple, tu rencontres une femme seule, un homme seul. Tu peux rencontrer la personne chez toi, tu peux aller prendre un verre dans un bar puis finir la soirée à la maison. Donc, simplement. Être non monogame, ça fait partie du libertinage. Ça peut faire partie du libertinage. Ça peut. OK. Okay. C'est intéressant ce que tu dis parce que justement, on avait comme une des questions, je ne sais pas si tu te souviens Valérie, on l'a posé à toutes les personnes qui ont participé au projet, c'est quoi votre vision du couple ouvert? C'est quoi pour vous un couple ouvert? Parce qu'on avait constaté même avant que le reportage ait lieu que beaucoup de gens dans notre entourage étaient en couple ouvert ou pensaient tenter d'être en couple ouvert dans les jours futurs, les semaines futures. Enfin, il y a comme une pensée qui se créait autour de ça et un débat, plutôt une conversation qu'il y avait autour de ça. Il y avait vraiment un engouement aussi autour du fait d'être en couple ouvert, du fait d'ouvrir son couple et de pas juste être monogame. Donc, c'était aussi une porte d'entrée vers le reportage pour nous. Ouais. Je suis curieuse d'emblée, Malia, tu l'as jamais pratiqué le libertinage, mais pourquoi t'intéresser autant sur le sujet? Est-ce que c'est une demande du patron? Ou... Ben, c'est vraiment c'était comme un brainstorm général. OK. Ouais, c'est ça. C'est plus... Ben, il y a plein de sujets qui m'intéressent en tant que journaliste. Que, personnellement, c'est pas des choses qui me
qui me viendrait à l'esprit ou que je voudrais comme appliquer dans ma vie personnelle, mais en tant que journaliste, j'ai comme une très grande curiosité pour absolument tout, et dont le libertinage. Et en fait, ce qui nous a mis sur cette piste-là, c'est, comme j'ai dit, tu vois, le fait que beaucoup de gens autour de nous soient dans des couples ouverts, comme le fait que ça se répande de plus en plus. Puis, ce qui est très drôle, c'est que quand j'annonçais à mes amis que « Hey, je suis en train de faire un reportage sur le libertinage », comme au départ, je nageais un peu, j'étais comme « OK, ça m'intéresse comme sujet, mais je sais pas quel bout prendre et tout ». Et ce qui revenait à chaque fois, c'est à chaque fois que je parlais avec quelqu'un, la personne me disait « Ah, mais c'est intéressant parce que moi, j'y pensais. Ah, c'est intéressant parce que j'en avais parlé avec mon coloc ou ma coloc. » Et puis, ça nous tentait de juste aller dans un club libertin un jour. C'est comme, il n'y avait jamais de date prévue, mais il y avait une envie comme ça qui était là. Et c'est drôle parce que justement, en parlant avec Marie-Christine Roussel, qui est la réalisatrice, elle aussi m'a dit la même chose, m'a dit que moi aussi, genre, beaucoup de gens en parlent autour de moi, beaucoup de gens ont envie de passer le cap. Donc, mine de rien, c'est... Mine de rien, c'est tabou, mais tout le monde y pense. Oui, c'est ça. La dernière fois que j'ai vu mes amis, on a parlé de club. Ben oui. C'est vraiment, c'est dans l'air en ce moment, les gens sont vraiment intéressés par ça. Puis effectivement, moi, j'en ai comme jamais vraiment parlé en public, mais je suis en relation. Tu sais, je réalise, tu m'as demandé est-ce que tu pratiques le libertinage, mais dans le fond, je réalise que oui, d'une certaine façon, parce que je suis en relation non monogame. Puis, tu sais, ma première relation non monogame, j'avais 18 ans. OK. Fait que c'était comme vraiment, ça fait longtemps. C'est à une époque où c'était pas vraiment courant encore. Puis si c'est encore stigmatisé aujourd'hui, j'en reviens pas que j'ai été capable de faire ça quand j'avais 18 ans, tu sais. Mais en même temps, c'était pas vraiment, tu sais, c'était une relation ouverte, mais je pense que mon partenaire et moi, on est allés voir ailleurs une fois dans la relation. Mais je trouve ça fou parce que j'ai l'impression, je sais pas comment tu vis ça, mais parce que j'ai une amie aussi qui est dans un couple non monogame, puis on parlait de ça parce que la plupart des gens, ils disent c'est pas viable, ça marche pas, ça existe pas. Personne réussit à faire ça. Puis cette personne-là à qui je parlais était la preuve vraiment vivante que c'était possible que ça soit sain. En même temps, j'ai l'impression qu'il y a des dérapages. Tu sais, comment ça se vit? Comme dans n'importe quelle relation. Ben oui. Tu sais, c'est sûr là, qu'on veut savoir. D'abord, avant tout, ça fait combien de temps, Valérie, que tu pratiques ça? Ça va faire bientôt 2 ans. Puis ça fait combien de temps que tu es avec ton copain? Ça va faire 5 ans. Fait qu'on a tu l'avais fait avant ou pas? Non, jamais. Moi, ça a commencé, dans le fond, mon chum, il m'a dit, j'ai vu une vidéo TikTok qui parlait du clubette. Ah, sacré TikTok. Puis là, je me suis dit, OK, là, j'ai peur de ce que tu vas me dire. Tous les préjugés que j'ai, je vais-tu arriver là, tout le monde va être tout nu, tout le monde va être en train de baiser. J'ai dit, oh mon Dieu, je m'embarque dans quoi? Finalement, ça a pris une semaine, je me suis informée, j'ai regardé des vidéos, puis j'ai dit, OK, on va y aller. On va voir. Je suis pas prête à dire que je vais faire quelque chose, mais quand je suis arrivée là, on a commencé à jaser avec les gens, puis ça a juste coulé doucement. OK. Puis la communication avec mon chum est devenue 100 fois meilleure. Elle était déjà très bonne et elle est devenue encore meilleure. Honnêtement, il peut avoir des dérapages, mais c'est tout le temps les limites qu'on doit se fixer, qui doivent être respectées. Puis mon chum, lui, il n'y aurait pas de limites. Lui, tout serait permis, ça ne le dérange pas. Les limites viennent de moi. OK. Puis ça va toujours être aux limites, comment je peux dire? Comme, il faut respecter les limites de la personne la plus lente. Puis OK, mais donne-moi un exemple, mettons, là. OK, toi, la première fois que tu es allée, là, c'est ça. Il y a quelque chose que j'ai entendu d'ailleurs dans votre documentaire. Première fois qu'on y va, si jamais il y en a qui ont envie de le faire, ne pas s'attendre à participer dès la première fois. Ça se peut que tu y ailles juste en mode, on va checker. Prendre un verre. Prendre un verre. Je regarde, t'es pas obligé, là. C'est ce qu'ils conseillent, même. Ah ouais, OK. Fait que t'es pas obligé de te mettre nu, de participer. OK, parfait. Première étape. Après ça, mettons, la première fois que t'es allée, là, je suis curieuse, c'est quoi tu t'es dit? Inévitablement, il a fallu que tu mettes la table puis justement mettre tes limites avec ton partenaire pour pas que ça te dérape, justement. C'était quoi tes limites, mettons, la première fois? Parce que ça a peut-être évolué depuis. Là, mais... Honnêtement, la première fois, je serais pas prête à dire qu'on avait des limites. On s'est dit, on fera pas nécessairement quelque chose avec quelqu'un. On va juste aller l'essayer. Sans pression, sans... Juste, on y va. Mais l'essayer, c'était essayer la place, oui. pas genre... Non, pas essayer les chambres. Non. OK.
Parfait. Fait que la première fois, ils font une visite guidée du 2e étage. Ils mettent l'accent sur le consentement. Fait que là, de plus en plus, tu te sens en sécurité. Plus ils vont, c'est une visite qui peut durer une 20aine de minutes. Là, tu parles spécifiquement du L ou c'est tous les clubs qui font ça? L'Auberge de la Passion a aussi parce qu'on a eu pour le volet montréalais, on a eu le club L. Ouais. Puis pour le volet région, on a eu le club le Drummondville qui est l'Auberge de la Passion avec Kate et Daniel. Not me, not this Kate. et eux aussi font des visites pour les nouveaux venus, pour montrer les lieux et puis aussi pour citer les règles. Fait que mettons quelqu'un qui a envie mais qui se sent un peu en confiance, ils sont pas encore sûrs, la première chose à regarder, c'est quoi la façon de faire de l'espace pour se sentir en sécurité, I guess. Il y a des codes, comme j'imagine, il y a des... Qu'est-ce que tu veux dire par code? Non, mais moi, je pensais juste à, mettons, comme là, la visite guidée, tu sais à quoi... Avant le jour J, je présume la visite guidée, il n'y a personne en action, là. Non? Non. Je me trompe? C'est avant l'ouverture. À quoi ça ressemble. C'est ça, c'est le jour J, mais c'est tôt dans le jour J. C'est tôt avant l'action. Ouais. Mais c'est le jour de l'action. OK. C'est ça. OK. Ouais. Fait que t'es déjà capable de spotter sur quelle chaise t'as envie de faire l'amour, c'est pas pire? Wow! Tu te familiarises avec ton espace de jeu. Mais moi, ma question par rapport au code, c'était, par rapport au consentement, est-ce que la communication se fait verbalement? Je veux ça avec... Est-ce que tu parles aux gens ou est-ce qu'il y a des gestes que tu fais? Ou des... Non, mais, tu sais, y a-t-il des pancartes en avant des portes de genre là, il se passe ça? Comment ça marche concrètement? Honnêtement, tu sais, la communication entre nous, entre partenaires, est très importante, mais aussi avec les partenaires avec lesquels on a envie qu'il se passe quelque chose. Chaque personne a ses limites différentes, puis pour pas dépasser ça, il faut être clair. Il faut pas prendre pour acquis qu'un ou l'autre veut la même chose que nous. Fait que c'est important de le verbaliser puis de dire mes limites, c'est ça. Est-ce que ça vous va? Parce que là, dans le feu de l'action, c'est pas le temps de faire comme tes limites, c'est quoi? Là? La discussion, il faut qu'elle soit abordée avant. Ou exemple, tu sais, première approche, j'ai envie de t'embrasser, est-ce que je peux? J'ai envie de te toucher les seins, est-ce que je peux? Tu sais, tu vas comme... Exactement. Ça peut être au courant de la soirée. Ça n'a pas besoin d'être moi, je fais ça, je fais pas ça, puis d'être très directif. Là, c'est ça. Ça peut être au courant. Mais là, on revient, mettons, la première soirée. Là, t'es arrivé là. Fait que là, t'as juste dit à ton partenaire, OK, on y va, on regarde à quoi ça ressemble, si les drinks sont bons. Ça s'est arrêté là. Je confirme que les drinks étaient très bons parce que la première soirée, t'es vraiment nerveux. Puis là, tu vois, c'est sûr. Puis là, tu veux pas, tu les enfiles l'un après l'autre. Tu te dis, il faudrait peut-être se calmer, il faut retourner après. Mais je vous dirais, la première soirée, on nous dit, faites rien avec personne, faites juste regarder, apprécier le moment, vous pouvez être voyeur sans plus. Mais c'est une recommandation. Nous, évidemment, on l'a pas respecté. En fait, on a pris une chambre tous les deux, seulement. On n'a rien fait avec personne. OK. Puis, porte ouverte, les gens pouvaient vous regarder? Oui. Ben, en fait, il y avait une fenêtre aussi, donc c'était très visible. Même si la porte aurait été fermée, c'était accessible. Fait qu'on a fait de l'exhibitionniste ce soir-là. Puis en sortant du Club L le soir, j'ai dit à mon chum, j'ai dit, OK, quand est-ce qu'on y retourne? Toi, Rose, avec ton chum, est-ce que t'as été capable de le déceler ou t'es tombée en amour avec la tête avant le corps? Moi, avec Phil, ça a été comme... J'étais dans un bar, puis il est rentré dans la pièce au loin, là, tu sais, c'était au salon officiel, si vous vous souvenez. C'est profond. Ouais. Puis il est rentré dans la pièce, puis j'ai dit à mon ami... That's mine. Pas vrai? Ouais. Puis le temps s'est arrêté. Je l'ai vu de côté, là, tu sais, mais je sais pas, il m'a comme dégagé quelque chose à distance. Puis ça a l'air que je m'étais pas trompée. Ça fait combien de temps? Ça fait 11 ans. Wow! Est-ce que... Bon, mais c'est merveilleux. Toi, t'es vraiment la meilleure personne qu'on discute de ça. Mettons, le sexe, il a évolué. Comment il a évolué, en fait, au fil des années? Tu sais, j'ai vraiment pensé, avant de venir ici, j'étais comme, comment le sexe a évolué? Je sais pas s'il a tant évolué. Ça, c'est plate comme réponse, de dire qu'il a pas évolué, mais moi, c'est sûr que j'avais 19 ans là, quand je l'ai rencontré, fait que j'avais peut-être une vision idéaliste de c'est quoi faire l'amour avec quelqu'un, mais moi, c'était d'aimer quelqu'un, d'être bien avec, tu sais, parce que, j'ai pas une sexualité extravertie, en fait, je sais pas. J'ai juste lui. Mais, je sais pas, tu sais, fait que pour moi, là, faire l'amour avec quelqu'un, c'était d'être en confiance avec, d'être à l'aise, de mettre tout nu, tu sais, tout ça, puis ben c'est encore ça après 10 ans, tu sais, c'est encore je suis encore tellement bien avec, je suis encore tellement à l'aise, puis j'ai pas besoin, je me sens pas
moins que, ou je me sens pas que je dois faire des efforts, ou que mon corps va déplaire, parce que mon chum, il me trouve belle sur tous les angles. Tu sais, même quand moi, je m'aime moins, lui, comme il voit pas en tout de quoi je parle. Fait que ça, pour moi, tu sais, c'est tellement le fun d'aller au lit puis d'avoir cette sécurité-là là, avec lui. Fait que j'associe beaucoup le sexe avec à quel point je l'aime. Je comprends. C'est une belle liaison à faire. Ceci dit, avec les années, est-ce que vous avez essayé des choses différentes? Est-ce que vous avez essayé de vous épanouir d'une façon distincte? Ben oui, tu sais, je vais pas rentrer dans les détails, le pauvre, mais c'est sûr qu'on essaie de... Je suis un peu déçue. Je suis sûre qu'il comme en ce moment, il travaille puis il est genre, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Non, mais oui, c'est sûr qu'on essaie de jazzer un peu notre vie parce que bon, on est rendu plus loin puis on veut toujours ajouter, tu sais, des nouvelles possibilités, là, du piquant. Ouais. Fait que oui, ça change. OK, parfait. Toi? Moi, les choses ont énormément changé, mais je me suis beaucoup reconnue dans ce que tu as dit par rapport au fait que... Ben, en fait, tu l'as pas dit de cette façon-là, mais je vais faire du millage. C'est qu'aujourd'hui, je fais l'amour avec ma tête plus que mon corps. Tu sais, oui, l'attirance, les phéromones, il faut qu'elles soient au rendez-vous. On s'entend. Il y a une question chimie qui se calcule pas, puis c'est pas un niveau de connaissance ou un diplôme universitaire qui va faire la différence, là. C'est chimique. Ceci dit, si j'ai pas de stimulation intellectuelle, il se passera rien. Mon vagin, il va être off. Ouais, il se passe rien. Puis ça, c'est la grande distinction aujourd'hui dans la trentaine versus ma vingtaine. Ma vingtaine, j'étais beaucoup dans l'épanouissement de mon corps, alors qu'aujourd'hui, je suis beaucoup dans l'épanouissement de mon esprit. If it makes sense. Ah, OK. Ouais, ça fait du sens, absolument. Mais c'est ça aussi, c'est parce que j'ai l'impression que dans la vingtaine, puis même moi, malheureusement, c'est la dizaine, là, on peut dire ça. Parce que mettons, au moment où j'ai perdu ma virginité, puis, mettons, j'étais jeune aussi, puis j'ai été mon amoureux pendant quelques années, mais j'étais jeune, j'avais peut-être 13-14 ans, là. Mais après ça, j'ai eu des partenaires. Tu sais, moi, jusqu'à 20 ans, j'ai eu plusieurs partenaires, en fait, parce que j'étais dans ce désir profond de vouloir, comme, catcher c'était quoi, faire l'amour, baiser. Je sais pas, j'étais très obsédée par le sexe quand j'étais plus jeune. Et puis petite, j'entendais ma mère faire l'amour, je trouvais ça beau, je me collais l'oreille sur le mur pour l'entendre. Tu sais, c'est vraiment spécial. Pour moi, c'était... je trouvais... Je sais pas, j'étais curieuse d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait dans le corps. J'avais hâte. Puis moi, ça a toujours été extrêmement positif. Là. Je me suis pas... J'ai pas baisé pour baiser. C'est moi qui prenais la décision de baiser. J'avais envie de baiser. J'ai pas été forcée, quoi que ce soit. Ceci dit, en rencontrant des gars plus jeunes, c'est sûr que j'étais dans la performance. J'étais dans... Je me voyais, en fait, dans le regard de l'autre. Tu sais, je faisais ma cochonne. Tandis qu'aujourd'hui, c'est ça, pas en tout, puis peu importe. Mais je suis ancrée carrément dans moi, dans qui je suis, dans mon plaisir. Puis tant mieux si ça donne du plaisir à l'autre. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme un... Mais j'aime donner du plaisir à l'autre aussi, mais parce que ça me fait vraiment plaisir. Moi aussi, c'est vraiment ça. La grosse différence. Tu sais, c'était technique, c'était bizarre, c'était moins fluide, c'était moins real, là. C'était un désir complètement différent. Un désir peut-être de... Peut-être que c'est pour vous la même chose aussi, les filles, là, mais tu sais, pour moi, je me valorisais énormément au travers le regard des gens. Mais c'est ça, mais oui. J'avais besoin de me valoriser au travers de mes performances sexuelles. C'est peut-être pour ça aussi que tu jouais à la cochonne un peu plus, parce que c'est comme, je veux qu'ils se souviennent de moi. Je veux être une baise mémorable. Tu sais, puis moi, souvent... Tu sais, j'y allais, je te dis, encore une fois, moi, je pense que je me suis toujours respectée. Puis je dis, je pense, parce qu'il y a des fois qu'après coup, j'ai un petit goût amer, mais sur le moment, j'avais quand même envie, tu sais. Mais il y a des fois que je trouvais ça tellement futile. Ça avait comme pas rapport. Mais je savais qu'à ce moment-là, j'avais un désir de plaire, puis je suis allée all-in, alors que j'aurais pu rester beaucoup plus en surface sans me plonger littéralement dans ma sexualité, mon intimité. Mais c'est ça, c'est que là, tu l'as dit, mon désir de plaire. Donc, pour toi, plaire, c'était de donner du sexe. Plus jeune, Plus jeune, exactement. Mais c'est ça aussi, c'est ça, exactement. C'est comme si... C'est ça, c'est comme si... Mais c'était ça aussi, puis je pense que ça fait partie du processus. Puis tu sais, je te dis ça, puis là, je me vois dire ça à ma fille, puis je vais faire, mais non, tu veux pas plaire aux hommes en faisant du sexe, c'est pas ça. Mais en même temps, j'ai appris, moi, à me connaître, à me définir et à imposer mes limites. Mais il fallait que j'expérimente. Puis tu sais, les gars, puis les filles, parce que des fois, je demande ça aux gars, là, t'as combien de partenaires, toi, dans la vie, tu sais, puis moi, je suis bien à l'aise, je travaille avec des gars dans la vie, je suis tout avec des gars, puis on parle de ça. Puis moi, j'en ai eu des partenaires dans ma vie, là, puis je sais pas, j'y compte pas, mais les gars, des fois, sont... il y a comme une moyenne attribuée maintenant, à tel âge, il faut que tu en aies eu le temps, puis je suis comme... C'est quoi les moyennes? Je sais pas, mais... Non, mais moi, je faisais ça quand on était plus jeune, là, dans la vingtaine, justement, là, moi, puis mes amis, on comptait les gars, combien t'as eu de gars. Mais c'était comme une fille... Mais c'était vraiment ça. On faisait comme les gars, en fait. Oui, puis on se valorisait. Moi, en tout cas, je me reconnais vraiment dans ce que vous dites. Là. Moi, la grosse différence entre ma vingtaine puis ma trentaine, c'est vraiment ça, tu sais,
j'étais vraiment focusée sur le plaisir de l'autre, moi dans le regard de l'autre, tout par rapport à l'autre et non à moi. Puis tu sais, là, ça fait 7 ans que je suis avec... toi, tu le sais, en tabarouette, là. Ça fait 7 ans que je suis avec Jonathan, puis j'ai jamais eu une aussi belle sexualité de ma vie, là. Tu sais, c'est notre plaisir individuel et ensemble. Puis, tu sais, la communication à fond, là. À fond. Et tu sais, j'ai envie de dire de plus en plus, là, tu sais, on va parler de ce qui nous excite. Tu sais, on est vraiment, vraiment à l'aise dans cette sexualité-là. Puis c'est une des raisons pour qu'on est encore ensemble puis qu'on a envie de continuer. Puis, il n'y a rien de plus excitant dans la vie que de sentir que ton chum est excité par toi. Ben oui. C'est comme... Puis, tu sais, moi, mettons, parce qu'Amélie et moi, on se connaît beaucoup, puis on partage tellement plein de choses dans nos discussions. Il n'y a pas trop de tabous. Puis la sexualité est un sujet qu'on discute, évidemment. Puis parce que j'ai connu Amélie dans le passé, puis je la connais aujourd'hui avec son amoureux, c'est ce que moi je remarque. Tu sais, je remarque que juste, tu sais, des fois Joe il vient à la maison ou elles sont ensemble à la maison. Il vient chez nous tout seul. Ils viennent toutes les deux. Puis tu sais, même des fois il est comme arrête. Tu sais, il a touche. Tu vois même dans un moment très amical que tu sais comme il a envie de sa blonde. Là, tu sais, puis moi je trouve ça beau. Puis tu sais comme je vois qu'il a envie d'elle. Puis elle mérite ça. Tu sais, on mérite tout ça en fait. Fait que je trouve ça admirable. Ouais.